Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle saison de Fragile avec des invités aux destinées insulaires émouvantes et incroyables. On poursuit notre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de ces jours en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Jean-Pierre Blanc. Avec Jean-Pierre, on a parlé de son enfance, de son parcours à la tête de la Villa Noailles, de son attachement à l'île du Levant, d'identité, de naturisme, de mode, de sport, d'amour, de sensations, de Porquerolles, de Porquerolles. On a ri et on a pleuré. Et il fallait bien 2 épisodes pour tout ça. Ceci est la deuxième partie de notre échange. Je ne peux que vous inviter à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que pour toi, le Levant est un lieu propice à la création artistique ? Absolument. Absolument. Ouais. Et alors pourquoi ? C'est triste qu'on ne le cultive pas plus. Il y a des résidences d'artistes Alors je suis élu au conseil syndical depuis 3 ou 4 mandats, je ne sais plus. Lors de la précédente mandature, on avait initié que l'hiver, les maisons qui étaient fermées pouvaient accueillir des artistes en résidence. Ça a donné lieu à des réalisations fort sympathiques qu'on avait présentées l'été dernier. Bon, et pour des raisons diverses et variées, ce programme n'a pas été retenu. Moi, ce que j'aime bien dans la création artistique, c'est l'ouverture et la liberté. Je pense que le Levant doit être libre et ouvert. Il y a des artistes au Levant qui sont bien ou pas bien. Il y a des artistes à l'extérieur du Levant qui sont bien ou pas bien. Mais il faut que tout ça se mélange et se rencontre. Et il faut que le Levant continue d'être ouvert à tous les points de vue et à tous les horizons. Et oui, pour répondre à ta question précisément, le Levant est une terre incroyable pour la création artistique, pour tous les domaines. Cette année, on va faire les premières lectures naturistes sur des terrasses. On va créer un petit festival des terrasses du Levant. L'écriture au Levant, c'est évident. Je parlais de Théo Varlet tout à l'heure, j'ai toujours pas lu mon texte, mais je le lirai peut-être en clôture. Mais quand on regarde l'histoire artistique et esthétique de l'île du Levant, moi je suis complètement bluffé. On parle toujours tellement de Porquerolles et de Porquerolles, que j'adore par ailleurs, mais rien de comparable sur l'île du Levant. C'est puissance 1000. Alors je connais pas tout, et heureusement, mais je vais y passer du temps pour en savoir plus dans quelques années. Il y a quelqu'un qui fait un travail remarquable. 3e point de ta liste. Sur l'île, pour la mémoire, c'est Frédéric Capoulade avec son blog Audi, et puis toute la mémoire qu'il a décidé de mettre en ligne et de conserver. Puis il y a aussi cet endroit incroyable qui est l'érotique traversée des siècles d'Isabelle et Lionel qui conserve énormément de choses. Donc ça fait partie du club des passionnés de l'histoire. Mais en même temps, c'est bien de connaître le passé, mais c'est bien que le passé nous conduise vers l'avenir. Il ne faut pas s'enfermer dans le passé. Mais en tous les cas, au Levant, quand tu mets, de ce que je sais, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, qui ont passé 20 ans sur l'île du Levant, Christian Dior, qui a passé quasiment les 3 dernières années de sa vie à la réserve à dessiner tous les matins. C'est Sylvette et sa maman qui le racontent. Quand tu sais que Bernard Buffet allait chez son galeriste qui était dans une maison sur la corniche de la Pinède et a peint Porquerolles depuis l'île du Levant, ce sont des œuvres qui seront dans l'exposition au Mucem l'année prochaine, ça a fait rêver. Qu'il y a toute cette aventure de Saint-Germain-des-Prés avec Michel Simon, Moustaki, les photographes. Je sais pas, il doit y avoir au moins
une vingtaine ou une trentaine de photographes, et pas des moindres, Elliot Erwitt, entre autres, qui est venu photographier le Levant. Il y a des films de réalisateurs peu connus, mais qui sont très intéressants d'un point de vue documentaire sur l'île. Donc ça prouve bien, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Je pense à ces jeunes artistes qui adorent venir peindre au Levant, Adrien Pelletier en particulier, à qui on a commandé une série de portraits levantins avec New 2. Nous, on fait des commandes photos, comme je le disais tout à l'heure. Donc, puis il y a une Marie Capessus, cette jeune photographe française qui a fait aussi beaucoup de choses sur le Levant. Enfin, on voit que ça continue et que c'est facile. Et que c'est facile. C'est pas forcé. Oui. Et c'est parce qu'on le disait au début de cette interview, c'est un paradis, et créer dans des paradis, c'est toujours plus facile. C'est un paradis parce que c'est libre, parce que c'est beau, parce qu'il n'y a pas d'éclairage public, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de publicité dans les rues, on est un peu hors du temps. Ça peut étouffer aussi la beauté parfois. Je fais juste référence... Alors ça m'est pas encore arrivé, je peux concevoir, mais je pense que c'est pas suffisamment beau au sens image d'Épinal pour que ce soit étouffant. De ce que je connais, peut-être que Porquerolles pourrait être étouffant par sa beauté naturelle. Je dis ça parce que Jean-Claude Silberman, que j'ai interrogé, alors je pense que c'est vraiment sincère quand il dit que la beauté naturelle est une rivale de la beauté artistique, et qu'il dit finalement Porquerolles... c'est pas un lieu d'inspiration pour lui, en fait. C'est pas là qu'il va nourrir son inspiration dans son travail. Et je trouvais hyper intéressant de se dire... Parfois, c'est vrai qu'on a un peu cet imaginaire où on se dit, dans des territoires comme ces îles, c'est peut-être plus facile de créer, et finalement, peut-être que non, quoi. Mais j'ai l'impression, en tous les cas, que les conditions sont réunies pour ça. Oui. Et c'est parce que c'est très différent d'ailleurs. Mais quand on ne connaît pas Héliopolis et l'île du Levant, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas comprendre. Mis à part la période estivale, qui est une période où c'est différent, parce qu'il y a beaucoup de monde, enfin plus de monde, il n'y a jamais beaucoup de monde au Levant, et grâce à Dieu. Mais il y a des périodes hors saison qui sont d'un calme et d'un luxe absolu. Ce que je décrivais tout à l'heure, pas de voiture, pas de scooter, pas trop de bruit, parce qu'il y en a de plus en plus malheureusement, ça donne une qualité de ressources exceptionnelle. Bien, ça libère bien sûr un espace dans Et je pense que la nudité apporte aussi à la liberté et au bien-être. Et je pense que nudité et créativité pourraient être un sujet. Tout à fait. Alors, tu as commencé un petit peu à esquisser ce visage de l'île. Si tu devais le décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu as quelqu'un au téléphone et tu dois lui décrire l'île du Levant dans sa géographie, tu lui dirais quoi ? En quelques mots, sans y passer trop de temps, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais que quand il arrive sur le port, il faut ne pas prendre les bus qui desservent tous les bateaux, mais monter à pied par la perspective ou par tous les escaliers qui conduisent au village. Ça permet d'avoir une vue à 360 degrés sur les paysages, et que c'est une île qui a une particularité forte, c'est que partout où on est, on voit la beauté des paysages, des paysages maritimes en particulier, et des couchers de soleil exceptionnels de quasiment tous les endroits de l'île. Donc c'est une île où ce qui est autour est visible tout le temps. On vit avec la beauté des paysages. Et de manière très différente, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé la première fois que j'y suis allé, de manière très différente de Porquerolles et Porquerolles. Porquerolles et Porquerolles, c'est la beauté plate des sentiers, à vélo, à pied. On a des points de vue, mais on ne vit pas avec. Il faut aller les chercher, les points de vue, pour les découvrir. Il faut aller au phare, il faut aller au fort de l'Estissac, il faut se promener. Au Levant, partout, on est face à la beauté des paysages maritimes en particulier. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ce que je conseillerais à la personne, c'est de remonter nu de la plage au travers de la réserve des Arbousiers vers 17-18 heures, et d'avoir le plaisir, le privilège immense de marcher à l'ombre des Arbousiers pendant 1 heure pour remonter de la Galère, qui est un des plus beaux endroits de l'île, sous ces arbres jusqu'au village. Est-ce qu'il y a des endroits sur
sur cette île que tu aimes, que tu affectionnes particulièrement, où tu te sens particulièrement bien? L'endroit que je préfère, c'est notre maison, évidemment. Mais après, dans les endroits partagés, je crois que j'aime beaucoup la Galère et la petite crique qui est juste après la Galère. Et j'aime beaucoup le sentier du bord de mer, mais pas celui qui conduit à la plage, que j'aimais bien au début parce que je ne connaissais que celui-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, je préfère celui qui va des Plattes à la Galère, donc celui qui va plutôt vers l'est, on pourrait dire, je sais pas. Enfin, vers le Lavandou en tous les cas. Ce qui est formidable, c'est que, en dehors de l'attaque des sangliers qui pullulent sur notre île comme partout, au printemps, vous avez des fleurs qui poussent sur ce chemin, toutes plus dingues les unes que les autres. Il y a d'abord le bal qui est ouvert avec les frésias au mois de mars, qui embaume totalement le chemin du bord de mer. Le chemin naturiste, parce que la nudité est obligatoire sur ce chemin. Et ensuite, il y a les narcisses qui arrivent après et qui sont suivis par la romulée de Saint-Florent, qui est une des plantes protégées de l'île, qui est toute petite. C'est comme un petit crocus violet avec un cœur jaune, mais qui a la particularité de pousser sur cette île. Et j'adore ce sentier au printemps. Et j'aime beaucoup la réserve des Arbousiers. Oui. Et après, j'aime bien le centre du village, parce que c'est encore un endroit où on ressent... là, il y a ce monument aux frères d'Urville, sur la place du village, qui est une immense pierre de Bormes taillée pour rendre hommage au créateur de l'île. J'aime bien le point du jour aussi. C'est un endroit particulier où on peut voir la base militaire depuis un point haut, et puis ça s'appelle le point du jour parce qu'on voit le soleil se lever. Et j'aime beaucoup quand on est dans le chemin de la Pente, la corniche des Arbousiers, l'hiver. Moi, j'aime beaucoup aller au Levant à Noël et passer le réveillon du Nouvel An là-bas. Les jours de Mistral, quand il fait très froid, on voit la Corse depuis un point très spécifique. Entre le Youcali et les agaves, le jardin d'agaves, on voit le pouce de la Corse. Et ça me fascine. Et c'est vrai, c'est pas une légende, je l'ai vu. Voilà, et après, moi, c'est un endroit dans lequel je me sens bien, donc que j'ai eu envie de faire découvrir au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir, une anecdote marquante que tu as vécue au Levant? Ça peut être un petit souvenir, mais quelque chose qui te revient. Forcément, comme ça. Puisque ça a changé ma vie, c'est la rencontre avec mon mari. Bah oui. Bah oui. C'est toujours les histoires d'amour, et les débuts des histoires d'amour, c'est toujours formidable. Du coup, c'était une espèce de blague. J'étais parti après un festival de mode pour faire la fête au Levant et me changer les idées. Et puis je tombe sur deux garçons qui sont en train de s'envoyer de l'eau sur la tête sur la terrasse d'une maison. Et puis on n'arrête pas, on va à la plage au même endroit, on va boire l'apéro, on est juste à côté. Et puis on rentre en Paris, on rentre à Paris ensemble, et ça fait 17 ans qu'on vit ensemble et qu'on a acheté notre maison, et que c'est l'endroit où on a envie de terminer notre vie. Bon, t'as devancé mes questions. Je peux pas dire autre chose. Il est de la région ? Parisien. Il est parisien. Artiste parisien. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Alors Héliopolis fêtait l'année dernière ses 90 ans. Tu vois, il y a encore des parallèles d'anniversaire à 10 ans près. Est-ce que cette vision posée par les médecins d'Urville a toujours cours aujourd'hui selon toi? Est-ce que cet esprit originel a été conservé? Alors là, déjà je suis content que tu aies énoncé cette citation parce que je ne l'ai pas trouvée ce matin et j'avais vraiment l'intention de la mentionner, de la mettre à l'honneur. Tout est dit dans ce premier article du cahier des charges. Tout est dit, mais aujourd'hui c'est plus du tout ça.
malheureusement. Qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est très complexe où on en est en ce moment sur l'île du Levant, mais c'est pas que chez nous. Je sais pas pourquoi. J'ai pas les réponses. Si je les avais, peut-être que ça serait plus simple. Mais c'est un ensemble de choses qui font que cet endroit est en danger. Il est pas protégé. Tout à l'heure, je disais qu'il faudrait le protéger. Et aujourd'hui, il est en danger parce qu'il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé au sens, par exemple, de l'UNESCO ou des monuments historiques. Mais il n'est pas protégé non plus parce que il n'intéresse pas beaucoup de gens. Du fait de son éloignement, du fait de son identité naturiste. Du fait du naturisme, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose... C'est avantage et inconvénient, le naturisme. Ça protège, d'une certaine manière, mais ça repousse aussi. Oui. Et puis, les politiques publiques aujourd'hui et les réductions budgétaires, entre autres, font que souvent, comme on a un domaine privé ouvert au public, on est toujours un peu assis le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que quand ça arrange, on dit qu'on est privé, et quand ça arrange, on dit qu'on est public. Et ça nous a longtemps servi, mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que ça nous dessert un petit peu dans le sens où l'île du Levant a beaucoup changé d'image ces dernières années, et elle est de plus en plus connue pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais elle est de plus en plus connue. Et donc, elle attire de plus en plus de monde, des gens qui ont souvent beaucoup d'argent pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et ces gens ont très vite compris qu'ils pouvaient, à cet endroit de notre pays, faire peut-être plus de choses qu'ils ne feraient ailleurs. Et à certains moments, dans le mépris total du cahier des charges qui doit fonder notre vie ilienne et qui doit se référer à cet article numéro 1. Aujourd'hui, tu vois pousser des maisons sur l'île qui n'ont rien à voir absolument avec ce que décrit l'article 1. Personne ne dit rien. Mais personne ne peut dire quelque chose. Voilà, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est toujours très facile de jeter la pierre à un ou à l'autre. L'organisation des choses qui prévaut depuis 90 ans ne semble plus totalement adaptée à la situation que l'on vit. Et donc, il y a un certain moment où on pourrait faire comme une espèce d'appel au secours pour dire, si vous voulez vraiment protéger, si vous êtes sincère en disant que vous voulez protéger l'héritage remarquable des frères d'Urville, qui ont fondé cette utopie il y a presque 100 ans, eh bien, ne nous laissez pas tomber. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas, ou ne faites pas comme si vous ne voyiez pas. Oui, c'est vrai que c'est loin. Oui, c'est vrai que très peu de gens connaissent l'île. Oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, il n'y a pas d'eau courante sur l'île du Levant. Pourquoi il n'y a pas d'eau courante sur l'île du Levant? Pourquoi il y en a à Porquerolles, à Porquerolles, et pourquoi il n'y en a pas au Levant? Alors, la réponse, la plus souvent, c'est pas parce que vous êtes un domaine privé, mais on paye des impôts. On paye des impôts. Donc, pour moi, on devrait avoir l'eau courante qui coule à nos robinets. C'est pas le cas. Depuis 90 ans. Alors, ça, c'est difficile d'aborder ce type de choses parce que, quand on le dit, j'ai tout à fait conscience que si l'eau courante arrivait aujourd'hui et pouvait couler à flot au robinet, eh ben, ça serait peut-être encore une catastrophe supplémentaire parce qu'il y a des gens friqués, fortunés, qui ne viennent pas au Levant parce qu'il n'y a pas d'eau courante et parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Et que, même s'ils construisent encore des piscines, tu imagines qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui construisent des piscines sur l'île du Levant alors qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Le syndic n'a aucun pouvoir. Alors, moi, je ne veux pas dire le syndic ou la mairie ou la métropole. C'est un constat. Aujourd'hui, il me semble que d'une certaine manière, on est un petit peu à la croisée des chemins et que si on ne fait pas les bons choix ou si on n'applique pas des recettes dont je n'ai pas le mode d'emploi, eh bien, je trouve ça dangereux. Mais en même temps, le disant, je me dis que c'est une histoire un peu qui se répète et qu'on a souvent entendu ça auparavant. Mais si je le dis, c'est que je vois quand même des choses sur l'île, en termes de construction et de piscine, par exemple, qui me rendent un peu malade.
Dans le cahier des charges, par exemple, il est dit que les éclairages extérieurs sont interdits. Dans les maisons ? Oui, dans les maisons. Oui. On ne peut pas éclairer l'extérieur des maisons au levant. Parce que sinon, à quoi bon ne pas avoir d'éclairage public ? Mais oui, bien sûr. Donc les frères d'Urville, et depuis 90 ans c'est comme ça, disent dans le cahier des charges, c'est écrit, quand tu achètes une maison, que tu vas chez le notaire, on te dit que tu dois respecter le cahier des charges des frères d'Urville, que tu dois être naturiste, que tu dois pas éclairer ta maison de l'extérieur et que tu dois faire ci et ça, que tu dois vivre machin. Eh ben, je peux te dire aujourd'hui que quasiment toutes les nouvelles baraques qui déboulent sur l'île, c'est Versailles. Et vas-y que je te mets des trucs dehors, électriques ou pas. Mais moi, je sais pas, c'est pas une application bête et méchante du cahier des charges. C'est qu'on peut pas dire en permanence qu'on est heureux de vivre sans éclairage public, et c'est la réalité, et puis se réjouir ensuite que machin ou truc, dans sa maison, quand tu descends le soir chez toi, eh ben, t'es 50 éclairages publics ou 30 à l'extérieur, et que quand tu passes devant une maison, hop, t'as un projecteur qui s'éclaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça casse l'idée de l'absence de l'éclairage public, c'est pas bon pour la planète, et puis c'est pas bon pour les insectes. Y a une charte, d'ailleurs, dont la ville d'Hyères est signataire, qui dit que il faut réduire la puissance lumineuse la nuit dans les villes. Bon, l'île du Levant, elle a fait en premier. Bah oui. Donc, je prends cet exemple qui est anecdotique, mais c'est pour dire que il y a un truc à faire. Et peut-être que de mettre tout le monde autour de la table, de faire comme un espèce de comité de pilotage pour sauver cette pépite française qu'est l'île du Levant et Héliopolis en particulier, peut-être que ça vaudrait le coup. Parce que pour l'exposition du Mucem, on travaille aussi sur l'autre centre français important du naturisme qui est Montalivet. Tu as peut-être lu des papiers dans Le Monde qui expliquaient que Montalivet, ça avait été racheté par un fonds de pension ou un fonds d'investissement, et qu'ils avaient envie de faire plus de rentabilité dans le camping, et qu'il y avait des emplacements historiques qui existaient, qui allaient disparaître. Moi, je juge pas, je sais pas pour quelles raisons ils font ça, mais en tous les cas, c'est l'argent, visiblement, qui conduit les politiques à l'intérieur des lieux naturistes. Et je pense que, quelque part, fortune, fric et naturisme, ça rime pas ensemble, ça rime pas bien. Et la rusticité dont parlent les frères d'Urville, il faut la garder. Et bon, après, il y a des choses contre lesquelles on peut pas lutter. Il y a des gens qui vendent des maisons. Ces maisons, elles sont rachetées par des gens qui en ont, pour certains, je suis pas en train de faire une généralité, mais rien n'affiche du naturisme. Ben ça, c'est regrettable. Et c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assise depuis 100 ans. Et je pense qu'il faut être vigilant, et il faut que tout le monde soit vigilant, pas que les Iliens, les gens de l'extérieur. C'est pour ça que je dis que la protection au titre des monuments historiques de l'île du Levant, elle aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de choses. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui achètent des belles maisons au Levant, qui sont pas naturistes, et qui détestent voir des gens nus. Et donc, ils peuvent se plaindre à certains moments de voir des gens nus. Et là, c'est schizophrène. T'as pas envie de voir des gens nus, tu vas au Lavandou, ou tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Mais bon, voilà. Mais j'ai le sentiment quand même, enfin, toutes les personnes que j'ai interrogées tiennent le même discours que toi, en tout, sur cette aberration des piscines au Levant, sur des constructions hyper modernes qui n'ont rien à voir avec l'esprit originel et rustique. Entretenir, mais moi le premier, je sais pas quoi faire. J'ai pas la solution. Je ne fais que le dire comme les témoignages que tu as reçus l'ont fait avant moi. Mais c'est parce qu'au sein du syndic, en termes de représentation, c'est très partagé, c'est ça ou... Alors, non, c'est que aujourd'hui, le syndicat ne peut pas intervenir sur ces problématiques liées à l'urbanisme et aux constructions, par exemple. Et le syndicat, pour dire les choses précisément, n'a aucun pouvoir de police. Donc, tout le monde l'a très vite compris, ça. Et donc après, quand t'envoies une lettre recommandée pour dire t'as sorti ça à un mauvais moment, attention, c'est pas bien, mais que tout le monde a compris qu'il n'y aurait pas de moyen autre que la lettre recommandée pour le dire, eh ben, tu vois, voilà. On est la société a aussi évolué, les mentalités ont aussi évolué, et mais quelque part, quand je dis fric et naturisme, ça se combine pas, c'est qu'il faut faire attention aussi que
Moi, je veux pas du tout apparaître comme un donneur de leçons ou le mec qui aurait éventuellement une intelligence supérieure ou des possibilités supérieures aux autres. Loin de là. Le naturisme et l'île du Levant naturiste, c'est un endroit qui est fait pour se reposer. Ils le disent, les frères d'Urville, loin de la civilisation artificielle des villes. Si aujourd'hui, pour vivre à Héliopolis une partie de l'année, il faut absolument reconstituer à l'identique ce qui existe en face, je ne comprends pas bien où est l'intérêt, si ce n'est que ça rapporte de l'argent. Mais donc, il y a des questions à se poser. C'est encore une fois pour ça que je dis que peut-être on est à la croisée des chemins. Il y a le centenaire d'Héliopolis dans 10 ans. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question d'ici là, de ce qu'on veut faire de cette utopie française unique au monde qui a existé pendant 90 ans. Est-ce qu'on a envie de léguer, qu'est-ce qu'on a envie de léguer comme héritage aux futures générations ? Il y a une chose qui me fait plaisir et qui est rassurante quelque part, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui viennent de plus en plus sur l'île du Levant et à Héliopolis. Et qui sont amoureux de amoureux de l'esprit et de l'île. Ça, c'est sûrement une des plus belles choses que j'ai vues ces dernières années. Parce que c'est cet esprit d'ouverture et de liberté dont je parlais tout à l'heure. Il faut encourager la jeunesse. Il ne faut pas continuer à dire que les habitants à l'année de l'île sont plus importants que les touristes ou les gens de passage. Les frères d'Urville disaient que les touristes amenaient les futurs résidents, et c'est tout à fait vrai. C'est comme ça que ça marche. C'est parce que tu viens en vacances une fois, un jour, que tu reviens toujours peut-être et que tu achètes pour toujours. Donc il faut arrêter cette idée que les habitants de l'île seraient meilleurs. Ici c'est chez moi et les gens de souche et les gens voilà. Moi j'ai toujours, pourtant je peux dire que je suis un hiérois de souche, oui. Mais j'ai toujours détesté cette idée que parce qu'on était des hiérois de souche, on avait des droits des droits supérieurs aux autres. Moi j'ai toujours grandi, enfin mes parents étaient restaurateurs, ce qui a fait notre vie c'était les touristes qui débarquaient ici, je le redis. Bien sûr qu'il faut un équilibre, mais rejeter les autres au prétexte qu'on est plus fort parce qu'on est chez nous, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis un glissement populiste presque extrémiste à dire ici c'est chez nous et à montrer nos muscles. Quand je vois les touristes cassez-vous quelquefois bombés ici ou là, mais jamais de la vie. Moi, ces touristes, venez, soyez les bienvenus, partageons, discutons, échangeons. Enfin, c'est ça la vie. Et encore une fois, la vie méditerranéenne. J'aimerais qu'on parle un peu du naturisme, Jean-Pierre. Est-ce que tu as vu une évolution dans la pratique du naturisme sur l'île du Levant depuis ton arrivée ? Oui. Depuis 2000, en 20 ans, là, oui. Plus de 20 ans, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé à sauver le naturisme sur l'île du Levant, des associations, oui. Des gens, des particuliers. Et grâce à tous ces efforts et à ces gens, eh bien, le naturisme a été renforcé. Par des arrêtés municipaux qui ont été pris par le maire de la ville, Jean-Pierre Girand, et qui ont conforté l'arrêté historique des années 70. Et donc ça, c'est une avancée. Et alors, on s'en rend peut-être pas, quand le kidam touriste arrive, il s'en rend pas forcément compte. Mais nous qui connaissons un peu l'histoire de l'île, on sait que ça s'est produit ces dernières années et que c'est important. Après, oui, ça a jamais. Il y a eu des PV malheureux, terribles, à des gens qui étaient nus au mauvais endroit, au mauvais moment, qui ont été. Voilà. Mais ça, c'est presque. Anecdotique. Folklorique, même si c'était pas bien. Hein. Oui. Mais il y a eu des avancées et je pense qu'il faut rester positif, il faut continuer à se battre. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. Il y a beaucoup d'associations sur l'île qui défendent des valeurs naturistes. Je pense au Levant naturiste, je pense à l'ADIL, je pense à Agir au Levant, au syndicat, qui historiquement a beaucoup fait. Et puis il y a des particuliers qui font dans l'ombre aussi. Et ça, il y a un noyau dur sur cette île qui existe encore, heureusement.
Donc tu es plutôt confiant sur autant j'entends sur l'aspect rusticité, simplicité de vie, mais sur l'esprit naturiste, j'ai l'impression qu'il y a quand même une flamme portée par des... Oui, mais alors cette flamme, elle peut être éteinte par des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Ouais. Oui, donc il faut rester vigilant. Okay. Mais c'est comme sur les droits LGBT, ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai combat. Ne pas baisser et si la garde. un jour on avait le bonheur et la chance, Madame la Ministre, d'être classé comme monument historique immatériel pour l'histoire exceptionnelle que représente l'île du Levant dans notre pays, eh bien on serait sauvé à tout jamais. Et ça serait un cadeau pour les générations futures. Je sais que le président de la République aime beaucoup les îles d'hier. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur l'île du Levant. Il faut de toute façon, le Levant s'est fait avec des aides politiques aussi. Si Georges Pompidou n'avait pas eu des amis à Port-Cros, le parc national n'aurait jamais vu le jour. Sans réussite quelconque jusqu'alors, que ce soit auprès d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, du président de la République Emmanuel Macron ou des ministres successifs de la culture, j'ai toujours porté la parole de l'île du Levant et je continuerai à le faire sans aucun espèce de succès jusqu'alors, mais je continuerai. On entend. Est-ce que tu pourrais expliquer, alors l'esprit naturiste du Levant, surtout qu'est-ce qui le distingue du nudisme ? Je pense aux auditeurs qui ne connaissent pas vraiment. Moi, je suis pas un adepte de la différence nudisme et naturiste. Je trouve que c'est un faux débat pour moi, parce qu'être nu dans la nature, on peut décider que ça s'appelle le naturisme, mais on peut aussi décider que ça s'appelle le nudisme. Moi, je dirais que si éventuellement il fallait faire une différence, on pourrait faire une différence entre la nudité sexuelle et la nudité non sexuelle. Il faut appeler un chat à un moment donné. Au Levant, c'est pas un centre naturiste sexuel. Il y a des endroits dans le monde qui existent et qui sont faits pour ça. Le Levant, c'est pas ça. Alors si ce distinguo entre nudisme et naturisme doit aller dans ce sens, c'est par ce biais-là. C'est pas comme ça qu'il faut le définir. La beauté de la nudité au Levant, c'est que elle est libre, on peut la pratiquer si on le souhaite, à part dans certains endroits où c'est obligatoire. Mais cette liberté, cette notion de liberté est fondamentale. Et la beauté que je décrivais tout à l'heure, de remonter de la plage nue en plein mois d'août, alors que ça croule de monde de partout, et que nous, on peut être seuls sur des rochers au mois d'août, eh ben c'est ça le naturisme. Et le naturisme, défini par les frères d'Urville, ça doit être le sport, l'alimentation équilibrée, et le respect de la nature. Donc, c'est une philosophie. Oui, aussi. Je pense que moi, j'adore être nu au Levant, dans la nature, et je ne serais pas heureux nu dans une ville. Est-ce que tu peux expliquer ce plaisir d'être nu ? La première fois que je me suis mis nu à la plage, et que je me suis baigné nu, j'ai ressenti des sensations dans mon corps qui étaient que je n'avais jamais ressenties auparavant. Des sensations agréables, physique, et ces sensations, elles continuent quand on est libre d'être nu sur l'île du Levant. D'abord, il n'y a plus de regard. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit dans les podcasts précédents. Il n'y a plus le regard des autres sur les corps. Paradoxalement. Ouais. Bon, alors après, il faut pas nier l'évidence, mais c'est pas la principale des choses, voilà. Et je trouve qu'il y a une tolérance naturelle, mutuelle, parce qu'on est une communauté naturiste et que cette tolérance naturelle, elle est agréable à vivre, et que c'est un ensemble de choses qui forment le plaisir de la nudité sur l'île du Levant. J'ai pas beaucoup pratiqué ailleurs. Je suis jamais allé à Montalivet, je suis jamais allé au Cap d'Agde, je suis jamais allé dans d'autres centres importants français. Donc je n'ai l'expérience que de l'île du Levant. Mais c'est vrai que moi, par exemple, l'été, quand je suis en vacances, je suis nu et pieds nus.
Et ça va avec. C'est comme si j'abandonnais un peu tout. Et puis ça a un côté aussi, évidemment, quand vous êtes nu, que vous soyez patron du CAC 40 ou ouvrier agricole, les différences se gomment. Donc il y a cet aspect-là qui est beau aussi, d'abolir les frontières sociales entre les gens. Bien que les corps disent aussi quelque chose du milieu dont on vient. Mais j'entends ce que tu dis. Bien sûr. Mais voilà, après, je pense aussi qu'il y a le côté personnel d'être dans un endroit qui est unique au monde et qui permet de ne pas vivre selon les règles établies par la société contemporaine. Et donc ça, je pense que ça vient aussi de mon background personnel. J'aime bien cette idée d'être libre et de faire un peu comme je veux, et si j'ai envie d'aller faire mes courses nues, de les faire nues, et si j'en ai pas envie, de pas le faire, et si j'ai envie, j'ai jamais mis un maillot sur l'île du Levant, mais je me dis que si j'avais envie d'aller me baigner avec un maillot à certains endroits, je le ferais, même si, encore une fois, qu'il n'y ait pas de méprise. Je pense que cette île, je militerais volontiers, par exemple, pour qu'on arrête de nous embêter de passer nu sur le port. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être nu, on peut se promener nu partout sauf sur le port. Alors quand vous dites pourquoi, c'est parce qu'il y a des petits sur le bateau qui vont à Port-Cros si jamais ils voient des gens nus. Mais les petits sur le bateau, des gens nus, il ne faut pas attendre d'être allé à l'île du Levant pour en voir. Ils en voient partout, toute leur vie, tout le temps. Donc moi voilà, la seule aberration aujourd'hui, c'est que pour traverser le port, comme pendant longtemps on ne pouvait pas traverser la place du village nu, aujourd'hui, on ne peut pas traverser le port nu. Je trouve ça débile. Et pour des gens qui viennent de l'étranger et qui découvrent le centre mondial du naturisme, leur expliquer qu'il faut qu'ils remettent un maillot ou un paréo pour faire 20 mètres, quitte à l'enlever après, ou d'ailleurs, les gens sur les bateaux voient, certes d'un peu plus loin, mais tout aussi bien les gens nus. Donc voilà, bref, c'est un petit détail, mais c'est pour dire que des fois, on marche un peu sur la tête. Oui. Le levain, c'est différent. Sophie Fontanelle, dans son livre Capitale de la douceur, dont tu prêtes tes traits et ta personnalité au héros baptisé Janssen, raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 95% du territoire est une base militaire et 5% seulement domaine naturiste, elle va se mettre à nu au sens propre comme au figuré et ce faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Est-ce que le Levant, cette terre souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, est selon toi un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réconciliation avec son corps ? Oui, parce qu'on disait tout à l'heure que les barrières, les regards des autres disparaissaient. Donc, je vais raconter une anecdote pour aller dans ce sens. Mais bon, après, Sophie, c'est une histoire d'amitié, presque d'amour entre tous les deux. Mais ça se sent. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même que Sophie n'était jamais venue à l'île du Levant et que c'est son expérience vécue pour son anniversaire chez Marc et moi et à l'Héliotel avec Anne Racine qui lui a donné envie d'écrire le bouquin et qui sera peut-être d'ailleurs, qui aura peut-être un développement film à venir. Mais oui, je pense que le fait qu'il y ait cette grande liberté, cette grande tolérance, moi je suis gros, j'ai eu un corps de sportif quand j'étais jeune. Je suis passé de 70 kilos à 100 kilos. J'ai plus du tout un corps que j'aime regarder, par exemple. Et au Levant, je m'en fiche. Il y a des gens qui sont âgés au Levant et qui sont heureux, qui se baladent nus. Il y a des gens qui ont eu des maladies et qui sont au Levant et qui n'ont pas honte de montrer leur corps. Je vais raconter une anecdote qui est très belle et très juste. On a un ami qui nous raconte qu'il a un fils qui est né sans le pavillon d'oreille. Qu'il a énormément souffert de cet état de fait dans son enfance, et que la première fois où il a été heureux et libre, c'était à l'île du Levant, de voir que le regard des autres disparaissait sur son handicap. Et j'ai toujours gardé en tête cet exemple, parce qu'il est triste et il est beau à la fois, il est porteur d'espoir, et oui, je vois bien ce qu'a vécu Sophie. Moi, je ne savais pas le quart de la moitié de ce qu'elle raconte dans son film, dans son livre. Pardon. Et je comprends que cette libération forcée, par moi d'une certaine manière, lui ait donné envie de dire qu'elle s'était libérée de choses dont elle pensait peut-être pas pouvoir se libérer aussi rapidement.
Mais je pense que l'amitié avec Anne Racine aussi, et l'amitié avec moi a énormément aidé et a participé. Et puis, c'est vrai que cet hôtel, l'Héliotel sur l'île du Levant, c'est un petit paradis sur Terre où on se sent très vite, très bien. Et que le cadre y a joué énormément aussi. Mais je pense qu'être bien accompagné, moi je sais que j'ai découvert le Levant avec Sylvette et Michel Vial, et le fait d'être bien accompagné, que les gens ressentent aussi comment on se trouve quand on arrive au Levant, ou peut-être on est un peu intimidé, voilà, c'est hyper important. Mais c'est là que c'est beau aussi de faire comprendre à tout le monde qu'il peut y avoir des gens qui découvrent le Levant sans être naturistes, sans avoir obtenu leur brevet national de naturiste, et qu'ils le découvrent par la suite. Oui. Moi, j'ai une voisine au Levant qui s'appelle Agnès Thiollet, qui a acheté une maison chargée d'histoire, puisque c'est l'ancienne maison de cette danseuse, stripteaseuse, actrice Rita Renoir, qui est arrivée au Levant sans être naturiste et qui se baigne nue aujourd'hui sans aucun problème. Est-ce que tu as des expériences de personnes pour qui ça a pris du temps, en fait, de tomber le maillot, je pense à Suzanne Zeiser qui je veux pas parler à sa place, mais mon mari, Marc, il n'était pas naturiste quand il est arrivé, et ça a progressé avec le temps. Voilà, et il a découvert les plaisirs et certaines sensations et de liberté avec le temps. Donc oui, Suzanne, c'est un bon exemple aussi. Oui, tout à fait. J'aimerais lire un court extrait de Capitale de la douceur de Sophie. Donc, quand elle rentre de sa première sortie baignade dans une crique du Levant, alors je ne sais pas si c'était celle que tu lui avais conseillée, ou je pense. Elle dit « Je me sentis envahie par une allégresse. Janssen, sais-tu à quoi je pense ? Je pense qu'aux antipodes des drames que chacun traverse, dont on va vite un peu partout à raconter qu'ils nous constituent, une immense douceur attend en nous, attend très têtue. Elle cherche le moment d'épancher sa grandeur, c'était certain, sur les rochers tout à l'heure, notre douceur est totale, on nous pousse à croire le contraire. » J'ai une petite ellipse. Mais la douceur, oh la douceur, Janssen, guette les allées et venues de notre être. Tel un esprit insignifiant mais génial auquel personne ne prête attention, cela va te paraître bête, il me semble qu'un jour la douceur décline son identité et c'est la nôtre. D'ailleurs, le sens de la vie, qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? Le livre d'Éluard dans ma chambre, les dahlias couleur ambre, oh Janssen, ici j'ai envie de le dire, ici c'est vraiment la capitale de la douceur. Il éclata de rire, pas tout à fait mon cœur. Donc elle ne comprend pas tout de suite ce que tu veux lui dire. Viennent les explications sur l'identité militaire de l'île que Sophie découvre, les essais de missiles et autres torpilles. Si l'on met de côté l'identité militaire de l'île, est-ce que la douceur caractérise selon toi l'île du Levant, ou est-ce que c'est trop simple et rapide de réduire l'île du Levant à la douceur ? C'est un peu comme dans la vie. Alors moi, je n'ai jamais pensé à la dureté des essais militaires, sauf dans ce que je disais au début de notre entretien, cette espèce de schizophrénie entre le parc national d'un côté à 100 mètres et puis les torpilles et les missiles de l'autre. En fait, je pense que c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent qui forme cette douceur, c'est-à-dire qu'il y a cette combinaison des éléments, de la mer, de la nature, du calme, du silence, qui provoque une sensation extrême de douceur et de bienveillance et de bien vivre. On peut s'arrêter là et décider de s'extraire de tout le reste. C'est possible sur l'île du Levant. Mais après, évidemment, quand on n'est pas capable ou qu'on n'a pas fait le choix de s'extraire totalement, eh bien, il y a la vie du quotidien qui est moins douce que tout cela peut apparaître. Mais en même temps, je me dis, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est la douceur et le bien-être de vivre dans cet endroit, en ayant totalement conscience qu'il faut le préserver par la conscience et par les actes. Et oui, malgré tout, sans rentrer dans le détail, il y a une douceur plus grande sur l'île du Levant qu'ailleurs. Et c'est assez mignon et touchant parce que nous, on a un cercle d'amis qui est en train de se constituer nouveau sur l'île du Levant, avec des gens qui deviennent des nouveaux propriétaires sur l'île, avec lesquels on partage des valeurs. Et ça donne de l'espoir de voir ces nouveaux arrivants avec de la force, de l'énergie,
des idées, Et de la douceur, sans esprit revanchard ou conquérant. Et je pense qu'un nouveau Levant, une nouvelle ère pour le Levant est envisageable et possible. Après, j'aurais pas fait 40 ans de ma vie dans le domaine public si je n'étais pas un optimiste chevillé au corps. Donc oui, j'y crois. Oui, peut-être que j'y participerai dans l'avenir. J'avais pas l'énergie en ce moment et aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de le faire. Et ce renouvellement des générations, il est important. Et puis, il faut cette ouverture et cette liberté totale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communauté contre une autre, et il n'y a pas des anciens contre les nouveaux, et il n'y a pas des natifs contre les non-natifs, et il n'y a pas les propriétaires contre les touristes. Soit on considère que c'est une terre de liberté absolue, et ça doit être ça, soit alors on ment, et on est schizophrène et hypocrite. Il faut pacifier les choses, être œcuménique, et on doit être capable de mettre tout le monde autour de la table. Tout le monde aime le Levant. Tous les gens que tu vas rencontrer vont te dire leur passion pour le Levant. Sauf que, dans les faits, on n'arrive jamais à mettre tout le monde d'accord autour de la table sur des sujets fondamentaux. Moi, je trouve que sur le naturisme, il ne devrait pas y avoir l'ombre d'un poil qui dépasse. On devrait être au cordeau. Tu vois ? Oui. J'aime bien. Non, mais j'ai l'image. Bon, j'avais pas pensé à l'image, je te l'accorde. Mais bon, tu vois tout à fait ce que je veux dire. Je ne comprends même pas pourquoi ça se discute. Si t'aimes pas, tu vas ailleurs. Bien sûr. Si tu ne tolères pas, tu vas ailleurs. Il y a tellement d'autres endroits plus accessibles. Mais il y a un truc qui est vicieux, pernicieux, c'est que le Levant, c'est moins cher qu'ailleurs. Aussi. Des trois îles, c'est la moins chère. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'eau et pas d'assainissement. Bon, même si les prix, je les entends déjà, ça a augmenté, mais quand même, ça reste moins cher. Et du coup, eh bien, il y a des gens qui débarquent là, juste parce que c'est moins cher et qui vivent sur une île, et qui sont les rois du pétrole. Mais sauf qu'on est dans un village naturiste. Et moi, à un moment donné, cet hiver, on a eu des problématiques liées aux voitures. Il y a des gens sur l'île totalement inconscients et débiles qui défendent l'idée qu'il faut qu'il y ait des voitures sur l'île, qui plus est non électriques, parce qu'il faut quand même se pincer, mais c'est la réalité, hein. J'invente rien. C'est-à-dire que tu as des gens sur l'île aujourd'hui qui pensent que de faire venir des moteurs thermiques, de continuer à faire venir des moteurs thermiques sur l'île du Levant, c'est une bonne idée. Parce que c'est pas une tue, les électriques, ils montent pas la pente. On rêve. Bon, tout ça, ça montre qu'il y a quand même du travail sérieux à faire, et que il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on aille tous dans le même sens. C'est pas possible autrement. J'aimerais lire de nouveau un court extrait pour nous amener à une autre question, un court extrait de Capitale de la douceur. À présent, cela sentait encore plus fort la mer, et pour cause, je venais de mettre un pied dedans. 2 pieds, et tout de même gardant mon paréo au bout de mon poing et ne sachant que faire de ce bout de tissu. J'étais critique de mode normalement. Je passais mon temps à le dire, les vêtements, c'est important. Alors j'ai choisi cet extrait pour la mise en contradiction subtile que fait Sophie Fontanelle entre la mode et le naturisme. Choisir le Levant comme refuge où la nudité est de mise pour quelqu'un qui évolue dans le milieu de la mode, en apprécie la beauté et la magie, est-ce que c'est pas un joli pied de nez ? Qu'est-ce que ça dit de toi aussi ? Est-ce que parfois le vêtement ne te manque pas au Levant ? Le Levant, ça peut être une philosophie de vie pour les vacances, et ça peut être une philosophie de vie à l'année. Quand on y vient en vacances, comme le disent très bien les frères d'Urville, abandonner tous les aspects superficiels de la ville, la mode en fait partie. Et tout ce qui va avec, les bijoux, les signes extérieurs de richesse, on pourrait dire. Donc ça, c'est un plaisir de tout abandonner, d'avoir la rusticité des maisons aussi, ça va dans le même sens. Sauf que, sur l'île du Levant, historiquement, le soir, on s'habille. Et les femmes s'habillaient encore beaucoup plus qu'elles ne s'habillent aujourd'hui. Donc voilà, là on a une réponse. Quand on est passionné de mode, on peut aussi très bien s'habiller le soir.
et être nu toute la journée. Et donc non, moi ce que j'aime bien justement, c'est, je disais tout à l'heure que les gens de la mode étaient ceux que je préfère dans mon travail, par leur finesse et leur qualité intellectuelle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de la mode qui aujourd'hui fréquentent l'île du Levant, C'est vrai. de plus en plus. Et donc non, c'est pas si éloigné que ça, même si bien sûr stricto sensu, ça paraît totalement l'analyse. étonnant. Mais après, c'est comme ça. Évidemment, je pense que ça allait aussi avec les périodes de 1920 aux années 60-70. C'était des périodes quand même où ça fightait sérieusement pour les libertés sexuelles, les libertés féminines et tout ça. Le Levant était très à l'avant-scène pour ce genre de choses. Et donc, la nudité et fuck la mode, ça pouvait très bien aller avec, quoi. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus, jusqu'alors, un peu plus nuancées. Oui, heureusement. Oui. Je ponctue juste une petite chose sur la mode. Oui. Karl Lagerfeld il y a une maison de mode, Pierre Balmain, ont fait des photos de mode en 1958 au phare du Titan. C'est inscrit dans la revue Naturiste internationale. J'ai jamais malheureusement trouvé les photos, mais j'en rêve de les voir, ces photos. Et Christian Dior, j'en ai parlé tout à l'heure. Il doit y avoir sûrement d'autres stars de la mode qui y sont passées. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une mode levantine qu'on essaie de perpétuer avec le minimum. Oui. Donc on avait trouvé la solution quand la nudité totale était interdite par la loi. Les hommes et les femmes pouvaient porter des minimums, des tout petits cache-sexes dont on dit qu'ils ont été inventés au Levant. Enfin, en tous les cas, il y avait un minimum spécifique au Levant. On continue à faire des défilés chaque année pendant une ou deux pour montrer des créateurs qui font des nouveaux minimums aujourd'hui. Puis il y avait la sandale levantine qui était fabriquée sur l'île du Levant. Il y a l'atelier on sait toujours où était l'atelier. Et donc c'est marrant de voir que le minimum et la sandale levantine, ça faisait des accessoires complémentaires à la nudité. Tout à fait. Voilà. Plus les bijoux et voilà. Oui, donc la mode n'est pas absente de l'île du Levant. Non, non. C'est intéressant. Oui, merci pour la précision. Sur la vie insulaire, on dit souvent qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, sa particularité ? Aujourd'hui, moi, je me dis que je n'y trouve que des qualités, que des choses positives, parce que j'y viens en vacances, dans des périodes relativement courtes. Moi, j'ai l'impression que demain, je pourrais aller habiter sur l'île du Levant et ne pas la quitter jamais. Parce que, je sais pas, j'ai une vie trépidante publique qui m'a obligé d'une certaine manière à rencontrer beaucoup de gens tout le temps, à parler en permanence, à devoir justifier, expliquer, voilà. Et que je rêve que d'un truc, c'est d'être au calme. Et donc, je trouve que l'île du Levant, il n'y a pas mieux pour ça. Mais après, j'entends aussi et je vois la vie à l'année au Levant, à Héliopolis, ça a l'air d'être ardu, comme toutes les insularités, a priori, hors saison. Et donc, je l'ai en tête, je l'expérimenterai ou pas, mais ça m'attire en tous les cas, ça me fait pas peur. Le tester... Tu es libre de le tester. Fait, personne ne... Voilà. Ouais. Mais j'aime bien l'idée de devoir prendre le bateau, que ce soit un peu compliqué certaines fois. Le côté Robinson. Ouais, ça me plaît, ça. Ouais. Et je pense que, de toute façon, pour ce qui est d'Héliopolis, c'est quand même assez raide à tout point de vue. Et c'est soit tu aimes, soit tu détestes. C'est vrai. Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas trop d'entre-deux possibles, et ça va aussi avec les caractères des gens qui y vivent. C'est-à-dire que c'est un peu franco de port, quoi. C'est ça passe ou ça casse. Tout le monde dit souvent un peu tout, et c'est pas très facile du coup, forcément. Ça fight souvent sévère, mais bon, ça fait partie de la rusticité des choses et de l'intérêt des choses sur ce caillou, sur ce rocher, comme disent souvent les Levantins. C'est ça. Mais c'est bien que ça soit si clivant, parce que si les gens viennent et qu'ils expérimentent quelque chose qui leur convient pas, ils ne reviennent pas. Oui. Finalement. Donc ça fait un tri... naturel. Naturel, exactement. Tu connais un petit peu Porquerolles et Porquerolles ? Si tu devais choisir un qualificatif pour chacune des 3 îles, c'est un exercice facile, mais comment tu les qualifierais chacune ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est sauvage pour Porquerolles. Oui.
naturelle et festive pour le Levant, Mhm. et majestueuse pour Porquerolles. C'est 3 jolis qualificatifs. C'est sans trop de réflexion, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Ce sont des îles que tu aimes aussi? Où tu vas régulièrement ou pas tellement? Je les aime beaucoup, les deux. Mais je n'ai la chance que de vivre possiblement au Levant. Oui. Bien sûr que si j'avais eu les moyens d'acheter une maison à Porquerolles ou à Porquerolles, quoique Porquerolles, acheter une maison, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, parce que je trouve qu'il y a trop de monde aujourd'hui, malheureusement. Mais Porquerolles, oui, évidemment. Mais oui, je les aime parce que j'ai des histoires dans ces îles. La première sur laquelle je suis allé, c'est Porquerolles. Oui. Je me souviens pas de la première fois, c'est bizarre. Hein. Tu sais pas si tu étais enfant ou pas? Oh, j'étais enfant, ouais. Ouais. Mais j'ai surtout des souvenirs d'adultes. Je me souviens très bien qu'avec la maman de mes enfants, Catherine, on est allé faire un dîner de la presse au Mas des Langoustiers, il y a peut-être 35 ans, et que la découverte de cet endroit à l'époque m'a laissé un souvenir quasi inoubliable, et la soirée et le lieu. J'y suis retourné souvent. Mhm. Au Mas des Langoustiers. Après, j'ai eu la chance, grâce à l'exceptionnel directeur du Parc national de Porquerolles, Emmanuel Lopez, d'aller en vacances dans le cadre d'un partenariat qu'on avait noué avec la Villa de Noailles au phare, au radar à Porquerolles. Donc, Ouais. j'ai passé des vacances avec mes enfants au radar quand ils étaient petits. Donc c'est l'actuel IGESA ou pas? Non, Ça, non. C'est au pied du phare. C'est au pied du phare, d'accord. Ouais. Ah oui, exact. Ouais. J'ai passé un réveillon du jour de l'an avec mes enfants dans une maison du parc au village, juste à côté de ce qui est le restaurant aujourd'hui du domaine de Lille. Ouais. Oui, donc tu as quand même des expériences, Oui, des oui, séjours oui. sur... ouais. Ouais. Après, j'ai passé un Noël avec mon mari, avec Marco, en résidence, dans le fort Sainte-Agathe. Ah oui. Depuis ces derniers temps, j'y retourne parce que le domaine de Lille a été acheté par la maison Chanel, dont je suis proche et je suis allé régulièrement. Je connaissais pas le domaine aussi bien que ça auparavant. Après, j'y suis allé en bon... Ah si, j'ai un souvenir extraordinaire, j'avais oublié ça, de travail et de famille. C'est que quand j'étais directeur des affaires culturelles, dans les années 90, à Hyères, on avait inventé quelque chose qui s'appelait le Jardin des Mers et le Jardin des Arts. Et on avait imaginé, toujours dans l'idée de faire découvrir des choses un peu extraordinaires aux enfants de la ville, on avait pris un bateau-taxi, on les avait fait beacher sur la plage de Notre-Dame, on avait pique-niqué, on s'était baigné, et on était allé dormir au fort de la Repentance, avec le père Séraphin à l'époque. Magnifique. Et je me souviens, donc on avait négocié à l'avance avec Emmanuel Lopez et le parc que les enfants puissent dormir à la Belle Étoile. Et je me souviens, la nuit avait un peu tombé, on s'était pas rendu compte qu'on allait arriver au fort la nuit presque noire. Et les enfants étaient jeunes, il y avait mes 2 fils. Et donc on tape, et personne ne nous ouvre. Et puis au bout d'un moment, on était un peu inquiets, il fallait pas le montrer évidemment. La porte s'ouvre, ça fait... Et là, il y a le père Séraphin très grand avec sa longue barbe blanche tout en noir. Et les enfants, à mon avis, devaient être absolument terrorisés. Oh, quelle expérience! Et donc on dort avec les enfants dans le fort pour ne repartir que le lendemain matin. Ouais. Et ce que l'on ne savait pas, ce que je ne savais pas du tout, c'est que le père Séraphin célébrait la messe toute la nuit. Et donc, les enfants dormaient tant bien que mal. Vraiment, c'était par terre, des moustiques, des fourmis, tout ça. Moi, je me souviens très bien. C'était un fort qui avait été repensé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait un endroit qui devait servir à mitrailler les abords du fort. Et le père Séraphin était dans une espèce de structure en verre, éclairée par les bougies. Et je le revois très bien en train de faire la messe avec un encensoir. Je ne sais pas quelle heure il était. Ça devait correspondre à un horaire classique des messes. Je ne sais pas, peut-être 4 heures du matin ou 5 heures du matin, je ne sais pas. Mais je le revois comme si c'était hier, dans son fort, en train de célébrer la messe. Une image incroyable. Ouais. Il avait déjà repeint la chapelle à cette époque, tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. Je crois pas. Non, je pense que ça t'aurait marqué parce que c'est très très beau. Et Porquerolles, j'ai fait un après-festival grâce au parc, une retraite
à dormir dans le fort de l'Estissac, dans un petit lit pendant une semaine. C'était absolument génial. J'étais tout seul. Waouh. Et après, il y a l'histoire du manoir, forcément, où j'ai dû aller 4-5 fois dormir avec Marc. Et ça, c'est un souvenir indélébile. Ah, j'ai une anecdote quand même, que si tu me permets, je peux te raconter. Bien sûr. Quand j'habitais dans la vieille ville avec la maman de mes enfants, il y avait un grand décorateur français qui s'appelait Frédéric Méchiche, qui m'a fait découvrir des tonnes de gens, parce qu'il avait sa maison ici, il invitait la terre entière. Et un jour, il avait un reportage dans un magazine, je sais pas si c'était World of Interiors ou Travel and Leisure ou je sais pas quoi. Et on devait faire les bonnes adresses de hier. Et donc moi, je fais les bonnes adresses avec lui, il me demande, et je lui dis, on va au manoir. Donc on prend un bateau-taxi avec la journaliste, dont je ne dirai pas le nom. On va au manoir, et donc on fait les visites, tout ça. Et on sort, je lui dis, alors, ça t'a plu? Elle dit... No, for the American people, it's impossible because the curtains are too small. Les coussins étaient trop petits pour les Américains. Et je m'étais dit, mais comment tu peux dire un truc pareil dans un endroit aussi beau que celui-là? Mais bon. Mais tu sais que ce que tu racontes comme anecdote, c'est précisément ce que Pierre Buffet s'attache à cultiver. Oui. Il le dit dans l'entretien quand je l'ai interrogé. Il m'a dit, toutes les personnes qui ne sont pas sensibles au charme de la rusticité, parce qu'on peut le dire, le manoir est un lieu magnifique, mais parce qu'il s'y entretient un état d'esprit ancien, des carrelages un peu anciens. Et voilà, donc je trouve ça très chouette de... Tu l'as rencontré, Pierre Buffet? Oui. Pierre et Paula, c'est un rêve. Et du coup, ce que tu racontes de Pierre, ça me fait penser à une anecdote ici que j'ai racontée rarement. Au tout début, quand je travaillais pour la ville d'Hyères aux affaires culturelles, on me dit qu'il y a un grand photographe de mode qui veut faire un repérage pour une série de mode dans la villa, qui n'était pas encore totalement restaurée. Et donc, c'est moi qui suis chargé de l'accueillir, je ne dirai pas son nom. Et on fait la visite, et le mec dit, vraiment, non, merci, je sens pas du tout l'endroit. Non, merci, au revoir. Et en fait, moi, je commençais, je me dis, dis donc, si ça commence comme ça, le premier grand photographe de mode qui débarque ici dit non, merci, ça me plaît pas, c'est naze et tout ça. Moi, je me dis, mais mince, j'ai peut-être pas bien compris, tu vois. Et rétrocitement, c'est tellement drôle. Ah bah oui, c'est tellement drôle. Mais je ne dirais pas. Je note que tu es très très bienveillant. Tu as évoqué tes enfants, on n'en a pas du tout parlé. Tu as 2 fils, c'est ça, qui ont quel âge? 2 fils qui ont 30 ans et 28 ans. Et est-ce qu'ils évoluent dans le même milieu que toi ou pas du tout? Pas du tout. Il y en a un, Roméo, le plus grand, qui fait de la recherche médicale aux États-Unis. Ouais. Et un autre, Paul-Emmanuel, dit Polo, qui a travaillé un petit peu à la Villa de Noailles et qui ne travaille plus aujourd'hui, mais qui ont des fibres artistiques qui leur sont propres, mais qui ne sont pas du tout proches des miennes, mais qui ont évidemment fréquenté les ateliers de la Villa de Noailles avec addiction pendant toute leur enfance. Mais j'ai 2 petites filles aussi, du coup. Ah, t'as 2 petites filles aussi, une toute petite qui a 2 ans, qui s'appelle Athéna, et qui vit aux États-Unis, et une plus grande, qui s'appelle Luna, qui a 4 ans, et qui vit à Hyères. Et voilà, ça forme une famille recomposée, joyeuse, et que je vois pas assez à cause de mon travail, mais que j'espère... dont tu espères pouvoir profiter davantage, peut-être. Ouais. C'est un de mes souhaits, en tous les cas. Et est-ce que parmi ces petits-enfants, tu transmets quelque chose du Levant, ou est-ce qu'ils connaissent l'île Oui, bien sûr. Ils y sont venus avec moi quand ils étaient enfants. Et je pense que alors, pour eux, ça n'a pas été une bonne idée de venir enfant au Levant. Et je pense qu'ils ont la réaction de l'endroit qu'adore leur père et qui leur plaît pas forcément. Et du coup, ils sont un peu comme ça réticents vis-à-vis de la nudité. Et voilà, ça c'est comme ça. Donc, on a toujours fait des déjeuners au Levant quand ils étaient là auparavant, l'été. Voilà. Mais c'est pas un sujet de discorde entre nous. Bien sûr. Non, et puis ça les fait marrer. Ça les fait marrer. Mais je pense qu'ils pensent un peu que leur papa est un peu fada et que et que ça va et que le Levant va avec le reste. Voilà, c'est-à-dire que le papa un peu comme ça illuminé, proche des artistes, qui s'émeut de ci ou de ça qu'on comprend pas forcément. Et le Levant, c'est dans la droite ligne. Ça fait partie du c'est un peu ça, même si c'est pas verbalisé. Hein. Non, mais j'entends. Et après, c'est le regard des enfants sur leur père, et c'est encore autre chose. Donc, Mais on a fait du naturisme ensemble ailleurs qu'au Levant, sans problème, en Corse, par exemple.
Oui, donc c'est pas forcément la question de Non, la nudité, ou ça a pu l'être enfant, mais peut-être Ouais, pas. en fait, je pense que c'est la question de la nudité dans la vie quotidienne qu'ils n'ont pas bien appréhendé, quoi. Oui. Mais je Oui, et comprends. puis ils étaient ados, Oui. donc c'est pas le meilleur moment clair, pour y aller. C'est clair. Oui, donc excuse-moi, je faisais le petit rétropédalage parce que je trouvais quand même important Oui, qu'on sûr. évoque tes enfants. Même si on a en effet évoqué un certain nombre de points, notamment à travers le naturisme, je te demandais, voilà, si en 20 ans, 25 ans, voilà, tu avais vu des évolutions au Levant et si oui, lesquelles? Oui, ben, moi je te disais tout à l'heure que d'une certaine manière, je trouve que c'est un peu le jour et la nuit. Quand je suis arrivé au Levant, personnellement, j'avais l'impression que l'île était un peu abandonnée dans le creux de la vague de la grande époque des années 70 où elle avait été quand même flamboyante. Il faut quand même penser que le Levant, c'était un peu l'Ibiza français des années 70. Il y avait 4 ou 6 boîtes de nuit, des milliers de gens tous les jours. Et on est passé un peu de tout ça à rien pour des raisons que je maîtrise pas totalement. Le sida, bien sûr, l'épidémie de sida, il y a forcément été pour quelque chose, mais pas que. Et du coup, l'île est redevenue un peu plus attirante et attrayante qu'elle ne l'était peut-être quand je suis arrivé. Y a des choses qui étaient mieux avant et des choses qui sont mieux aujourd'hui. Des choses qui étaient très chiantes avant et qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. Moi, ce que je remarque, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le renouvellement des populations avec beaucoup de jeunes. Si j'avais une baguette magique, il y a des choses que je ferais beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que tu changerais, par exemple, là? Tu as la possibilité de le port, c'est quand même une aberration. Quand on voit le drame. Quand on voit le drame de ce garçon qui est mort noyé dans le port pour sauver son bateau, entre autres. Ouais. Mais au-delà de ça, la dangerosité, des fois l'hiver, quand on débarque... Puis quand, je sais pas, je veux pas encore une fois jeter la pierre à qui que ce soit. Alors les choses sont en cours. Il y a encore une enquête publique qui va se faire cet été. Donc on est proche j'espère, de la réalisation de ce port. Donc c'est sûrement une des choses que je ferai. Et puis je classerai, ça je pense que tu as compris, oui, ça, j'ai compris, monument historique immatériel, l'île du Levant et son histoire du naturisme, pour que ce soit préservé à tout jamais. J'ouvrirai la salle de cinéma de la base militaire l'hiver pour les Levantins, pour qu'ils puissent aller au cinéma. J'ouvrirai le gymnase aux Levantins pour qu'ils puissent aller faire du sport. J'ouvrirai la route du phare pour qu'une fois par an au moins les Levantins puissent aller voir le phare qui fait partie de leur histoire, même si de temps en temps ça se fait. Moi, quand je suis arrivé, il y avait, on pouvait aller aux champignons. Ouais. 2 fois dans la saison, dans la zone militaire. Il fallait s'inscrire et donner sa carte d'identité. C'est plus possible aujourd'hui. Bon. Donc tu ne peux plus y aller, mais tu peux plus y aller. Tu peux plus y aller. Oui. Ouais. C'est très difficile d'aller au cimetière aussi, qui est quand même dans la base militaire. Ouais. C'est une frustration pour toi de pas. Je comprends bien, surtout dans les tensions internationales qui existent aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des moyens avec des gens qui vivent à l'année sur l'île du Levant. Par exemple, je vais te prendre un exemple très précis. Tous les matins, quasiment, du lundi au jeudi, il y a un bateau qui part du port des Salins et qui amène gratuitement du personnel de la défense au port Avis. Ce bateau est interdit aux gens qui vivent à l'année au Levant. Moi, j'ai toujours dit que quand même, aujourd'hui, au stade où on en est du fichage des gens, on pourrait très bien considérer que les gens qui habitent à l'année au Levant, des personnes âgées par exemple, qui des fois l'hiver sont obligées d'aller chez le médecin ailleurs parce qu'il n'y a pas de médecin sur l'île du Levant, ils pourraient profiter de cet aller-retour dans la journée parce qu'ils sont inscrits sur une liste qu'on les connaît et qui ne mettent pas en danger ni en péril la sécurité de notre pays, ce que j'entends par ailleurs. Mais je trouve quand même dingue qu'à un moment donné où on nous demande de mutualiser les dépenses, on ait ce bateau qui navigue tous les jours avec l'argent public entre l'île du Levant et le port des Salins et que personne ne puisse en profiter alors qu'il est habitant sur l'île. C'est un peu la même chose que ce que je disais sur l'eau tout à l'heure. Donc voilà, moi je trouve que ce sont des combats importants. Alors, chaque fois qu'on en parle, tout le monde s'énerve et tout le monde se vexe et tout le monde le prend mal. Mais on peut quand même dire les choses simplement, c'est un constat. Voilà. Moi, donc, si j'avais la baguette magique, je ferais en sorte que les Levantins qui vivent à l'année puissent sauter dans ce bateau tous les jours. Et puis, c'est hyper cher pour aller sur les îles, au Levant et à Port-Cros en particulier.
Bon, voilà, je me dis que... Alors oui, si vous avez... Moi, quand je suis arrivé au Levant, par exemple, quand vous aviez une résidence secondaire, on pouvait bénéficier de tarifs quasiment identiques aux propriétaires. C'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, en tant que propriétaire, moi, je paye, par exemple, 20 € pour aller au Levant faire l'aller-retour. Vous imaginez, quand vous êtes une famille de 4 personnes, bon, voilà. Et quand vous voyez les tarifs pour Porquerolles, par exemple, c'est pas la même. Hein. Pas la même du tout. Non. Et c'est la même ligne qui dessert le parc national de Porquerolles et l'île du Levant. Ouais. Donc, parc national de Porquerolles, île du Levant, ça pourrait être aussi une destination qui est... Voilà. Bon, ouais. Je dis ça avec toute l'amitié que je peux avoir pour tous les décideurs qui gèrent ce genre de choses, et je sais bien la complexité. Mais il y a des fois où on se sent un peu, et ça a des avantages aussi, un peu abandonné. Quelle est ta définition du Levantin ? En tout cas, si tu devais prêter des caractéristiques au Levantin. Moi, j'aime bien le petit, je sais pas comment il s'appelle, le petit guide du Levantin idéal. Ah, c'est quoi ça ? C'est écrit sur le plan des touristes. Là. Bah, le Levantin idéal, c'est quelqu'un qui dit bonjour à tout le monde, en souriant quand il croise quelqu'un sur l'île du Levant. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses voisins pour le partage, de l'eau. C'est quelqu'un qui respecte le cahier des charges, qui serait peut-être d'accord pour abolir les clôtures qui existent entre les maisons, qui n'ont strictement aucun sens dans un domaine naturiste comme le nôtre. C'est quelqu'un qui fait attention avec la lumière à l'extérieur, t'as compris. Et c'est quelqu'un qui est engagé autour des valeurs du naturisme et qui est prêt à se battre pour les défendre. Et puis qui est au sein d'une communauté et qui en a conscience et qui essaie peut-être de rassembler les gens. Voilà le bon samaritain du Levant qu'était Philippe Fourneau. Oui. Peut-être qu'il nous manque un peu aujourd'hui. Et quelqu'un qui est cette aura, cette capacité à fédérer, peut-être. Ouais, cette aussi. Capacité à fédérer, cette générosité aussi, cette écoute et cette vista, parce qu'il fallait avoir une vista pour défendre tout ce qu'il a défendu avec d'autres, l'électricité en 89. Moi, ce que je trouverais bien, c'est que il y ait cet œcuménisme, je réutilise ce mot volontairement, parce que c'est ce qui a guidé ma vie aussi. J'ai toujours essayé de le faire, j'ai pas toujours réussi, j'ai toujours essayé de le faire, et je trouve qu'au Levant, ça a du sens. Que quand il y a une saison qui se finit, que tout le monde se mette autour d'une table pour faire le bilan de la saison et se dire les choses un peu en face gentiment, mais clairement, je trouve que ça a du sens. De pas rester à blablater dans son coin et dire lui il a fait du bruit, lui il a fait ça, lui c'est un connard de Parisien. Hein, bon, il y a eu des actes ces dernières années, par exemple contre un nouveau commerçant qui s'est installé sur l'île, où on a écrit sur son camion casse-toi de là, si tu te casses pas t'es mort, avec les pneus crevés et tout ça. C'est violent, oui. Ça n'a pas lieu d'être dans notre communauté. Bon, d'abord, c'est interdit par la loi, et puis ça n'a pas lieu d'être dans une communauté où on est censé s'aimer les uns les autres, même si je suis pas né bisounours, mais bon. Moi, le Levantin, il doit être tolérant, généreux et engagé. Quand tu es loin de l'île et que tu penses au Levant, quelle est la première image qui te vient à l'esprit ? Mon arrivée au port. Ton arrivée au port. Celle que tu n'as pas pu vivre pour ta première découverte, finalement. Oui, mais je sais pas, c'est ça tu me poses la question, c'est ça qui me vient. Parce qu'évidemment, quand on arrive, c'est le début de quelque chose à chaque fois, quoi. Mais c'est une réponse que j'entends très souvent. Est-ce qu'il y a un son caractéristique pour toi, que tu aimes au Levant ? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Le son du silence et le son des cigales, forcément, parce qu'il y a des milliards de cigales, comme disait le roi cigalier du Levant, Théo Varlet. qu'on va lire pour conclure. Une odeur, peut-être ? Tu parlais des fraisias tout à l'heure. Une odeur au Levant ? Je dirais peut-être la myrte. J'aime bien... quand j'arrive sur le chemin, sur le sentier des naturistes qui va du port à chez nous, casser les feuilles de lentisque ou de myrte et les sentir comme ça. Le lentisque, ça sent une odeur que je déteste depuis que je suis enfant, mais parce que je trouve que ça sent une espèce de
mazout ou un truc qui n'a pas du tout de rapport avec la plante où elle se trouve, mais qui l'aide beaucoup à résister aux embruns. Et puis la myrte, parce que c'est toute la Méditerranée et l'odeur de l'orange comme ça qui se dégage. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit en tous les cas. Sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous partager tes projets pour les prochaines années ? Il y a au moins 2 projets professionnels qui m'attendent. Ouais. Un qui est pas mal avancé, qui est effectivement cette première grande exposition sur le naturisme et l'histoire du naturisme dans notre pays, qui aura le 1er juillet au Mucem, qui j'espère permettra au grand public de comprendre un peu mieux ce qu'est le naturisme en France, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça a fait, et aussi peut-être que ça éveillera des consciences sur la protection qu'il faut apporter à ces lieux. Donc ça, c'est en 2024. En 2025, il y a les 40 ans du Festival de mode et de photographie et d'accessoires. 40 ans, c'est beaucoup. Ça m'angoisse et ça me réjouit à la fois. J'ai pas totalement commencé à y travailler, mais j'aimerais bien réussir à faire peut-être un livre sur l'histoire du festival et peut-être un documentaire aussi sur l'histoire du festival. Ça me plairait bien. Parce que je vais perdre la mémoire au bout d'un moment, et comme je suis quand même un de ceux qui a vécu les 40 ans, il n'y en a pas beaucoup forcément. Donc voilà, j'aimerais bien garder la trace, même si on a des archives importantes. Et puis après, si je pouvais, je partirais à la retraite, mais je ne pourrais pas financièrement, je crains. Donc je pense que je continuerai à travailler différemment, enfin j'espère en tous les cas. Ou peut-être que je continuerai encore quelques années après le 40e anniversaire. Enfin, je suis vraiment en pleine réflexion. Je regarderai régulièrement dans mon compte retraite si ça n'a pas bougé de manière spectaculaire. Mais non. Mais j'ai activé mon compte retraite sur mon téléphone, dans tous les cas. Mais je comprends absolument rien de comment ça marche. Après, des fois, ces derniers temps, on m'a proposé des projets nouveaux qui m'auraient sûrement pas fait rêver avant, mais qui, là... me font un peu rêver, ces derniers temps, en tous les cas. Tu laisses la porte ouverte. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est paradoxal parce que, et je regrette rien, je referai tout de la même manière, mais on m'a jamais proposé de job spectaculaire. C'est vrai ? Celui-là, évidemment, avec le temps... personne n'est jamais venu te chercher. Non, on m'a jamais dit, tiens, est-ce que tu dirigerais telle institution, ou est-ce que tu te verrais à la tête de ci ou de ça ? Et j'avoue que c'est un peu... Mais parce que les gens veulent pas que tu quittes cet endroit. Non, c'est surtout... Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis tellement heureux et que c'est tellement génial ici que je ne ferai jamais rien d'autre. Mais bon, en tous les cas, je laisse la porte ouverte, à bon entendeur. À bon entendeur. J'aimerais bien finir ma carrière, puisque j'en suis là, avec quelque chose qui me ferait rêver plus que les 40 ans extraordinaires que je viens de passer, enfin, presque 40 ans, à la tête de cette institution, dans cette ville à laquelle je suis très attaché et qui m'a donné tout pendant 40 ans. Hein. Mais voilà, ça me titille, je dois bien le reconnaître. T'as encore besoin d'un frisson, j'entends. À bon entendeur. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qui t'émeut et où trouves-tu de la beauté aujourd'hui ? Ça, t'as compris. Oui, j'ai compris. Que j'en trouvais un peu partout, de la beauté. Dans les fleurs sauvages. En tous les cas, je vais citer mon fils, Polo. Parce que je l'ai bassiné, comme tous les enfants ou tous les gens que je croise, avec la beauté. Et il était assez raide comme garçon. Il est peut-être un peu toujours d'ailleurs. Mais il a fait de l'équitation pendant très longtemps avant de tout arrêter un peu brutalement. Et un jour, il me dit « Oh, papa, regarde la beauté de ce nuage. On dirait un cœur. » Et je me dis que mon fils, qui en regardant le ciel... s'émeut et s'ébahit devant un nuage parce qu'il le trouve beau. Ça m'a énormément touché et je me suis dit que si éventuellement j'avais réussi quelque chose, j'avais au moins réussi ça. Magnifique. Et je trouve que le partage avec les autres, parce que j'ai cette chance d'avoir cette sensibilité débordante et de voir des choses belles tout le temps, partout, à tout moment, que de réussir à transmettre ça à des gens, ça me touche, ça me fait plaisir. Et un jour, je répondrai après au deuxième aspect de la question, un jour je vais chez une ostéo à Paris, elle pose ses mains sur mon dos et elle me dit vous avez des gens dans votre famille qui avaient des dons ? Je dis oui, ma grand-mère. Elle dit c'est toi qui en as hérité. Et j'ai jamais rien senti jusqu'alors.
Mais ma grand-mère enlevait le soleil de manière assez spectaculaire. Elle faisait des prières sur un récipient rempli d'eau. Et quand elle avait fini ses prières, toute l'eau rentrait dans un pichet de manière totalement improbable et incompréhensible. Et je l'ai vu faire des centaines de fois. Irrationnel complètement. Bon, et apparemment, c'est moi qui ai hérité de ces dons. Et ça me plaît de le savoir, mais de ne pas savoir où ils sont. Comment les mettre en œuvre. Et peu importe, si je les mets pas en œuvre, je cherche rien. Mais je me dis peut-être que le don, c'était de transmettre et de partager. Et en tous les cas, si c'est ça, ça me plaît bien. Et la deuxième partie de la question, c'était ce qui m'émeut. Et où trouves-tu de la beauté aujourd'hui ? J'aime pas le cinéma, par exemple, pas trop. Ouais. Mais je suis très sensible à la musique et à la photo. Ce sont deux médiums et deux secteurs de l'art qui m'émeuvent. La musique, en voiture, quand je suis fatigué, ça peut me faire pleurer. Et les textes français en particulier. Ouais. Camélia Jordana. J'allais la citer. Juliette Armanet, Edith de Pretto, Malik Joudi. Enfin, toute cette génération d'artistes qui sont, pour certains, devenus mes amis. Et il y a Camélia qui va pas tarder à arriver, d'ailleurs, ici. Voilà, ça m'émeut beaucoup, ça me touche. J'aime toujours le sport et quand je fais du sport, quand je cours, ça me transporte. Et de regarder l'environnement autour de moi, ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien la réalité de la vie. En fait, pour moi, la réalité de la vie est belle. Ça veut dire que je vois de la beauté de partout, tout le temps. Et donc dans la nature, mais dans l'architecture, dans des voitures, sur la route, les fleurs. Chez les gens. Alors chez les gens, peut-être que... Alors que j'adore les gens, hein, peut-être que les souffrances enfants que j'ai eues, ça m'a un peu, d'une certaine manière, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis pas comme ça, mais ça m'a peut-être un peu mis une espèce de... J'ai eu une carapace très dure pendant très longtemps pour me protéger. Oui, mais tu vois, c'est drôle que tu évoques ton enfance. Alors, certainement, moi, j'aurais plutôt pensé à la personne publique que tu es et qui peut-être... Ouais, ça, moi, je me considère pas vraiment comme une personnalité publique. Je le sens pas. Non, mais ouais. Après, je peux te dire que évidemment, je fais pas, encore une fois, le bisounours de service. Il y a un truc qui me marque ces derniers temps, c'est comme je fais pas mal de presse et de télévision en particulier. Les gens me reconnaissent. Et pas me reconnaissent comme un acteur ou comme un chanteur. Mais tu es reconnaissable. Il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui viennent me parler. C'est vrai. Et ça, c'est un truc nouveau qui m'épate. Et puis après, il y a des choses très touchantes aussi, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui demandent des conseils sur leur métier, sur les réseaux sociaux. Je trouve formidable ça, les réseaux sociaux, pour ça aussi. Des gens qui me disent j'ai tout appris à la Villa de Noailles depuis que je suis petit, parce qu'évidemment moi je me rends pas compte, mais les ateliers, tout ce que tu fais. Donc il y a un galeriste porquerolais, enfin un garçon qui s'appelle John DeWhite, qui a grandi à Porquerolles, qui est un galeriste important aujourd'hui à Paris, qui récemment me disait mais j'ai tout vu à la Villa toute mon enfance et je vous dois tout. Wow. Enfin je vous dois tout à la Villa de Noailles plus exactement. Et ça, c'est pour quelqu'un qui essaie de porter une politique publique de la culture. Bon, il ne peut pas y avoir plus beau compliment. Et puis la fréquentation, quand même. Oui, bien sûr. De voir 500 ou 600 personnes par jour ici, à Toulon aussi, avec des gens qui sont heureux, qui se sont appropriés le lieu, alors que tout le monde disait que c'était élitiste, hermétique, fermé. Ça, j'avoue quand même que c'est un de mes plaisirs et que quand je viens l'été, parce que des fois je suis obligé de venir au milieu de la saison, quitter le Levant pour X raisons, de voir tous ces gens en famille, riches, pauvres. C'est énorme. C'est très émouvant. Ouais. Puis on n'a pas cité ton équipe, peut-être pour que tu n'aies pas de regrets, voilà, tu as une superbe équipe. Mais surtout que c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui sont arrivés en stage et qui travaillent aujourd'hui dans l'équipe. Je pense à Magali Guérin, par exemple, qui dirige la partie héroise de la Villa avec moi. Et il y a Julie Liger aussi qui dirige la Villa avec moi. On est 3 co-directeurs, on pourrait dire. Oui. Et Magali, elle a commencé en stage ici à la sortie de l'école d'art de Marseille. Et voilà. Ça, c'est chouette, ça me plaît. Il y a des petits qui venaient aux ateliers qui aujourd'hui sont des grands photographes. Des gens qui ont gagné des prix, qui sont des grands designers. Enfin, on avait les ateliers des enfants qui fermait hier. Il y avait Jean-Baptiste Fastrez et Stéphanie Couder, par exemple, qui dans la mode et dans le design sont des personnalités
reconnus et qui viennent travailler avec les enfants. Et ça, c'est... meilleure des récompenses. Ouais, je pense que c'est important, la politique publique de la culture. On dit toujours des choses horribles sur notre pays, mais il y a tellement de choses qui fonctionnent bien, et la culture en fait partie. On est quand même dans un pays où une majorité de la culture est gratuite, en accès libre pour tout le monde, même si c'est compliqué, que tout le monde en profite, je sais bien. Mais où l'éducation est gratuite et de très bonne qualité, où quand même le service de santé est exceptionnel. Où il faut se réjouir quand même de la beauté et de l'architecture qui est entretenue, des parcs, moi, je suis... T'es un optimiste aussi. Ouais, je suis... Mais quand je disais tout à l'heure, je suis amoureux de la réalité de la vie, je sais pas d'où ça me vient, hein, parce que j'aurais pu sombrer dans des dépressions à plusieurs reprises, pour des tas de raisons, même familiales qu'on n'a pas évoquées, mais voilà, c'est très bien comme ça. Mais c'est peut-être... Je dis souvent que le sport m'a sauvé, mais je pense que c'est et le sport et l'art, avec le recul, mais que je suis un rescapé de la vie, et que du coup, peut-être que d'être un rescapé de la vie, ça m'a donné une possibilité d'aller vers les autres, ce que moi, peut-être d'une certaine manière, j'ai pas eu suffisamment, et que c'est comme un remerciement permanent à la vie de m'avoir maintenu en vie et de m'avoir donné cette possibilité de tout voir. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour lire cet extrait de Théo Varlet ? Cet extrait est issu d'un recueil de poésie qui s'appelle « Aux îles bienheureuses », donc il parle des 3 îles d'hier, le Porquerolles, Porquerolles et le Levant. L'extrait que je vais lire parle plus particulièrement de l'île du Levant. Donc c'est Théo Varlet qui écrit ça dans les années 20, je crois que c'est 28 ou 29, je ne l'ai plus en tête, pardonnez-moi. Et voilà, c'est écrit « L'île du Levant vue par un poète ». Je ris au plein soleil, roi libre de mon île, déserte au bord de l'anse minuscule où limpidement les vaguelettes babillent, toutes tièdes sur le clair sable miroité. Soleil, dans l'île extasiée, plein de pins, les lentisques, les arbousiers, plein mon île, longuement endormi au soleil de midi. Des millions, des milliards de cigales grésillent. Soleil, soleil, je vais chanter. Les goélands tournoyant sur les rochers déserts et la voile glissant, blanche, en pleine outre-mer sur le beau ciel d'été. Mais non, bon sauvage marin, couché face à l'azur dans l'antre, complètement recuit sur cette arène ardente, je ne désire rien. Caressé par la brise universelle et libre, sans fatras littéraire, sans papier, sans livre, sans frère homme et sans Dieu, et sans pensée non plus, par Dieu, sinon livré à l'heure heureuse ma chair ivre. Cigale, célébrez mon lumineux royaume. Moi, jetant le roseau, je retourne au sommeil dans le sable argenté de l'antre, où le soleil joue en reflet ardent sur le teuf d'ocre jaune. Théo Varlet, roi cigalier de l'île du Levant. Une ode à la nature dans toute sa splendeur. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet échange long mais extrêmement émouvant, sensible, et merci pour ton immense générosité. Merci vraiment. Merci beaucoup Ingrid, avec plaisir. Merci à Jean-Pierre pour sa sensibilité et sa générosité. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite.